Bonjour à tous, bienvenue à cette session intitulée « De l'aquarelle à l'animation, l'art de Cédric Babouche ». Vous êtes au Paris Image Digital Summit organisé par le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains dans le cadre du Paris Image. Bonjour Cédric. Bonjour, Merci de nous accueillir chez toi. Voilà. dans mon désordre. En tout cas, on est ravis de te recevoir au PIDS. Tu te définis un peu comme un couteau suisse des arts visuels. Tu es dessinateur, tu es directeur artistique, réalisateur. Et puis maintenant, tu es producteur, puisque tu as lancé en 2018 ta société Un Je ne sais quoi, qui permet de donner vie à des projets assez divers, qui sortent des sentiers battus, et puis de travailler aussi bien l'animation, l'illustration ou les jeux vidéo. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je propose voilà, la preuve par l'image. There are monsters in my bed. I can hear them in my head. But they shut the light off. A single breath, a single call. There are monsters in my bed. I can hear them in my head. They shut the light off. A single breath, a single call. There are monsters in my bed. I can hear them in my head. They shut the light off. A single breath, a single call. And they show up to get me hero, to me into pieces with the clothes. Oh, oh, to get me raw, to me into pieces with the clothes. Oh, they show up to get me hero, to me into pieces with the clothes. Oh, 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 to get me raw, to me into. Après ces quelques images, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on évoque tout d'abord justement le processus de développement visuel avant de passer à l'animation. Donc, comme on a pu le voir sur ces images, tu travailles l'aquarelle. Et donc, comment se passe justement ce processus de développement et de préparation? Alors, en fait, déjà merci de me proposer cette interview parce que c'est jamais évident de pouvoir parler de ces techniques-là de manière régulière et ouverte comme ça. En fait, moi, ça fait quand même quelques années dans les différentes productions sur lesquelles j'ai travaillé j'essaye de porter cette technique. Et force est de constater que l'aquarelle, c'est pas forcément un médium auquel on pense beaucoup quand il s'agit d'animation, jeux vidéo grand public. Et c'est aussi pour ça que j'ai montré un je ne sais quoi, c'est pour pouvoir justement essayer de enfin réussir à porter ces projets. Après, le processus de création, il est somme toute assez proche de ce qu'on pourrait faire en visual dev dans n'importe quelle production. La différence, c'est que je reste sur papier. Voilà, je sors mon papier de 300 grammes, je sors mes aquarelles, je sors mes dizaines et des dizaines de pinceaux. Et en amont d'un projet, je fais énormément de recherches comme n'importe quel projet, sauf que au lieu de faire des pochettes sur Photoshop, je vais faire énormément de recherches en noir et blanc à l'encre, non pas pour, comment dire, principalement pour travailler dès le départ des notions de lumière, d'ombre, de vide, de plein, aller rapidement chercher des informations qui vont me permettre de prendre le pinceau d'aquarelle après plus sereinement. Je fais finalement très très peu de pochades en aquarelle, quasiment pas, parce que après c'est l'expérience. Je fais de l'aquarelle depuis que j'ai 14 ans, donc ça va faire 30 ans. Et donc finalement, je fais plus des stratégies autour de mon papier et de la couleur dans ma tête avant de les poser sur papier, ce qui me permet aussi de gagner du temps. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Je peux procéder comme ça parce que justement, ce sont mes productions et que j'ai cette capacité de m'auto-valider.
Et donc, je m'enlève des circuits de communication avec potentiellement d'autres producteurs, d'autres directeurs artistiques. Et à l'arrivée, ça nous permet, et c'est pour ça qu'un je ne sais quoi a été créé, ça nous permet de travailler sur des circuits courts avec des toutes petites équipes et d'être très actifs avec des artistes polyvalents. Tu as déjà, sur des précédents projets, travaillé directement sur ordinateur, sur ces phases-là, ou c'est toujours été le pinceau d'abord, quoi qu'il arrive? J'ai travaillé comme tout le monde sur des productions où on était en pré-production sur Photoshop, hein, ce que j'ai constaté personnellement, même si j'adore Photoshop, j'adore tous ces outils-là, hein, je suis absolument pas anti-numérique, c'est hyper important de le dire. Et j'ai aussi des productions qui reviendront aussi sur des moyens de développement plus classiques, on va dire. Mais ce que j'ai constaté, moi, c'est que par exemple le CTRL-Z, qui est une des plus belles inventions numériques, cette capacité de revenir en arrière, autant qu'on veut, bah, personnellement, moi, me frustre énormément dans mon processus créatif parce que justement, on perd la spontanéité, on perd l'accident, on perd la surprise. Au dépend de quelque chose de parfaitement cadré, formaté, clean, hein, qui est aussi une version très positive. Mais moi, personnellement, dans mon process en tant qu'auteur, réalisateur et même maintenant producteur, j'aime réagir sur ces accidents. J'aime me dire qu'il y a possibilité que entre ce qu'on avait imaginé et ce qui arrive à la fin, on n'est peut-être pas forcément tout à fait aligné. Et apprendre en fait à faire avec ces accidents pour en faire quelque chose de peut-être encore mieux. Alors, tu t'es lancé actuellement sur un projet de grande envergure qui est le jeu vidéo Dordogne, qui permet justement de conjuguer plusieurs de tes passions, parce qu'il y a le travail d'illustration, d'animation, mais également de jeux vidéo. C'est un jeu vidéo narratif. Est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots sur ce projet? Alors, c'est un projet que j'ai lancé avec mon équipe il y a presque 2 ans. C'est un projet qui est en coproduction avec Humanimation, la société d'Aymeric Castin, qui est aussi installée sur Pessac. Donc, en fait, c'est un projet qu'on garde localement dans la Nouvelle-Aquitaine et qui traite de la vie d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui retourne dans sa Dordogne d'enfance, où elle passait toutes ses vacances d'été avec sa grand-mère, pour vider la maison de sa grand-mère qui vient de décéder. Et en fait, en arrivant là-bas, on découvre qu'il y a tout un pan de son enfance qu'elle a disparu, enfin tout un pan, un été en particulier. Et en fait, l'objectif de ce jeu est d'essayer de comprendre pourquoi elle a oublié cet été-là particulièrement. Et donc, c'est un jeu d'investigation qui est ancré dans la Dordogne, mais on ne veut pas en faire une carte postale visuelle, hein. C'est une libre adaptation de la Dordogne et qui mélange, encore une fois, ce mélange de techniques d'aquarelle et de techniques temps réel avec Blender et Unity. Donc justement, à propos de ce projet, il y a ce passage évidemment un peu délicat, c'est-à-dire qu'on a tout le développement visuel évidemment au pinceau, au dessin, et ensuite arrive la phase où il va falloir modéliser, animer. Justement, comment ça s'est passé sur ce projet? Peut-être qu'on pourrait voir quelques exemples. Je vais partager mon écran, comme ça, en même temps, ça permettra aussi de montrer, par exemple, les premières phases de recherche, hein, parce que voilà, je vous expliquais que je travaillais principalement en noir et blanc, même pas au crayon, hein, c'est vraiment directement du feutre ou de la plume ou du pinceau, et on pose déjà les premiers environnements. Vous voyez en haut à gauche des recherches autour de la maison, d'autres recherches qui sont autour de la Dordogne. En bas, ici, vous voyez un village typique pour ceux qui connaissent la Dordogne qui s'appelle la Roque-à-Jacques. Et une fois que ces croquis-là sont posés, eh ben, on passe sur une phase d'aquarelle. Donc, comme je vous expliquais, on prend vraiment le papier. Là, en l'occurrence, je montre un intérieur de maison dans lequel je vais vraiment travailler tout directement les lumières, les ombres et les éléments qui vont être prochainement passés en 3D et qui deviendront interactifs. Donc là, je vais un petit peu avancer pour que vous voyez un peu l'évolution de l'aquarelle. Donc vous pouvez voir, ça c'est une partie que je pourrais vous montrer prochainement dans une vidéo de playthrough du prototype, en gros, où on montre la jouabilité à travers une vidéo. Et donc là, ce décor a intégralement été passé en 3D.
Un autre exemple que je peux vous montrer et que vous pourrez voir tout de suite après dans le teaser, c'est cette aquarelle-là, où, encore une fois, même procédé, hein, on reste en aquarelle, et après, on va commencer, quand on va passer en 3D, on va aller chercher les éléments qui sont importants à la narration et au jeu, et on va les détourer, donc le sol, cette fenêtre ici, par laquelle on pourra voir Mimi dans le trailer qu'on va vous présenter dans un instant, et puis tous ces éléments au premier plan. Ah, pourquoi ça s'est arrêté ça? Excusez-moi, excusez-moi, il y a un petit bug. Tac. Voilà, il fallait bien sûr qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc là, vous pouvez voir l'évolution de l'aquarelle. Et le procédé, en fait, ce qui est très important de dire dans notre procédé de fabrication, pourquoi on travaille comme ça, c'est qu'on va être au plus près du travail de l'illustration au départ. Ma constatation avec le temps, c'est que dans les productions de séries ou de longs métrages, entre le moment où on fait la recherche de concept et la 3D qu'on obtient à la fin, eh ben, souvent, quand on ouvre des artbooks, on a cette frustration de se dire « Ah, ben, presque on préférait les concepts, presque on préférait les recherches préliminaires. » Et moi, avec l'équipe, on a cette envie de revenir au dessin. Et donc, pour vous montrer un petit peu qu'on est totalement dans le respect de ce travail-là, une fois que cette aquarelle est réalisée, on utilise la technique du camera mapping qui nous permet ensuite de passer à alors, je vais vous montrer le trailer directement, qui nous permet de passer directement à un rendu qui est totalement dans le respect des aquarelles. Donc voilà, vous pouvez voir directement, je vais peut-être couper le son, vous pouvez voir directement que c'est l'aquarelle que vous avez pu me voir peindre avant, mais en 3D, avec de la profondeur et avec un personnage qui a été pensé dans cette approche-là, avec aussi des textures d'aquarelle, et aussi, malgré tout, une envie de mélanger une approche 2D, avec des outils qui sont spécifiques à Blender, comme le Grease Pencil, qui nous permettent de ramener du dessin, de l'animation 2D à l'intérieur de l'environnement 3D. Vous voyez, donc tous ces éléments-là sont au départ peints et donnent ce qu'on espère être une approche un peu différente. Ce qui est intéressant dans ce que tu as montré, à la fois le travail préparatoire et ensuite voilà, la version, on va dire, finale, à travers ce teaser, et qui est assez passionnant justement dans ce travail de l'aquarelle et de l'animation, c'est toutes justement les zones de blanc que tu appelles le blanc et comment tu vas arriver quelque part un peu à sculpter l'image en utilisant ces blancs. C'est pas forcément toujours évident peut-être à comprendre au départ, conscience de ce type de technique. En fait, et je vais montrer un petit exemple après, mais en fait, ce qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est que la lumière doit passer par le papier. C'est-à-dire qu'à la différence des techniques de recouvrement numérique comme sur Photoshop ou comme sur le papier, la gouache, l'huile, enfin tout ce que vous voulez, vous mettez du blanc pour amener la lumière. Il y a certes la transparence de la toile en dessous, mais le blanc ne peut pas, et la lumière ne peut pas ressortir sans recouvrement. L'aquarelle, on est obligé de garder le papier. On est obligé de garder le papier pour que ça reste lumineux. On peut certes mettre de la gouache à la fin, mais ce n'est pas ça qui rend la vraie force de l'aquarelle. Et en fait, ça, on le met au service d'une narration, d'un cadrage, d'une mise en scène. On va peindre principalement ce qui nous semble important dans la lecture, et le reste, on va garder le blanc pour que l'œil aille naturellement vers les éléments narratifs. Et on fait ça non seulement pour cela, hein, effectivement, pour que l'œil aille directement vers le narratif, mais c'est aussi pour dire qu'en fait, l'œil humain, il est parfaitement capable de compléter ce qui n'est pas, visuel ou visible dans une illustration. L'œil humain va compléter et surtout, il va déjà faire ce travail d'abstraction de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Et c'est pour ça que nous, on a cette volonté effectivement de préserver le blanc. Si je devais vous montrer un autre exemple, je vais vous montrer, excusez-moi, je vais vous montrer directement dans Blender. On voit bien que tout le blanc ici est fait pour nous amener à découvrir cet environnement-là. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de comprendre qu'on a un chemin, qu'on a des rochers, ici, que potentiellement, ça aussi, c'est des rochers. On comprend qu'il y a une pente, voyez. Et donc, le blanc, en fait, n'enlève rien à l'intelligence ou à la compréhension d'un environnement. On a parfois tendance à se dire qu'il faut que l'image soit remplie pour tout comprendre. Moi, personnellement, je ne pense pas. Après, il y a aussi une distanciation entre ce que peut percevoir et comprendre
des gens qui ont un œil plus aiguisé et la perception du grand public. Ce qu'on entend est une chose à laquelle on doit faire attention quand on est réalisateur. Donc, ce type de procédé ne s'adapte pas forcément à des projets qui sont de plus grande envergure, alors que sur un projet comme Dordogne, qui est plus un projet dit auteur avec, comme peuvent dire certains publishers dans le jeu vidéo, qui sont des projets un peu plus niches, on peut se permettre d'aller expérimenter plus. Moi, tout mon enjeu, personnellement, en tant que réalisateur, c'est d'essayer de trouver un compromis entre cette approche qu'il y a dans Dordogne, qui est auteur, et en même temps d'essayer de l'amener à des projets de long métrage plus ambitieux. Et d'essayer de dire, c'est quand même possible de travailler avec une approche picturale, de faire confiance au spectateur dans la compréhension de l'image qu'il a en face de lui, sans que ça soit aux dépens de l'histoire. Voilà, moi en tout cas, personnellement, c'est mon objectif. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire, par exemple, sur ce projet que j'espère, peut-être au moins il verra le jour peut-être un jour, ou tout du moins, même s'il ne voit pas le jour, que ce teaser est une base qui nous permettra justement de trouver le compromis entre une approche très artistique et une approche certainement plus grand public, ou tout du moins plus accessible au grand public. Donc là, vous voyez, on est dans une 3D somme toute plus classique, mais sur les personnages, mais qui fonctionne avec des environnements, encore une fois, en aquarelle, qui sont là pour le coup beaucoup plus riches, donc qui complètent beaucoup plus l'image, et donc on va dire qui sont de fait plus accessibles. Mais cela dit, je me permets quand même d'aller définir quand même des blancs sur les personnages pour les rendre plus lisibles. Je ne vais pas forcément chercher à dire que ces blancs sont logiques ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'image soit compréhensible ou pas. Alors, on l'a réussi avec plus ou moins de succès sur ce teaser. On a déjà relevé tout ce qui pouvait être améliorable à l'avenir. Et puis bon, ce projet, là, il a déjà 5 ans, et moi-même, en tant qu'artiste, j'ai évolué, j'ai testé de nouvelles choses. Mais en tout cas, pour moi, ce teaser est assez représentatif d'une étape qui pourrait être plus intéressante dans l'intégration de mon aquarelle dans un projet plus d'envergure. Voilà. Je laisse jusqu'au bout, histoire qu'on voit le teaser se terminer. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ces 2 extraits que tu as montrés, c'est que finalement le blanc joue aussi un rôle de lighting, de lumière. Ça permet à la fois d'éclairer les personnages, de donner de la profondeur, on l'a dit tout à l'heure, donc le côté relief d'une certaine façon, de travailler aussi les contrastes, les ombres. Tu utilises notamment Blender et Unity, notamment sur le projet Dordogne que tu es en train de développer. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots justement sur l'utilisation de ces outils et qu'est-ce qu'ils peuvent justement t'apporter dans le développement de ce type de projet? Oui, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps que j'explique un petit peu, je vais partager une vidéo comment dire, de ce qu'on appelle un playthrough. Donc en gros, c'est ce que je vous montre ici, c'est le prototype. Alors je vais le mettre un peu plus loin parce qu'il y a l'animatique, mais voilà, c'est le prototype du jeu qu'on a envoyé au publisher pour trouver du financement. Et alors en fait, moi, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est de préserver un maximum le travail de l'artiste, c'est-à-dire mon travail et aussi des graphistes avec qui je travaille. Et donc, l'idée, dès le départ, c'est d'utiliser une technique de caméra mapping qui consiste à projeter l'aquarelle sur des environnements 3D, comme vous avez pu le voir précédemment, et d'en découper les éléments pour pouvoir donner cette profondeur réelle. C'est-à-dire vraiment, là, on est vraiment dans un environnement 3D dans lequel on peut se déplacer librement. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser Blender? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'ils ont un moteur temps réel qui s'appelle Eevee, qui permet, avec la technique du caméra mapping, d'être vraiment temps réel dans les scènes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tourner, voir si nos caméras fonctionnent, commencer à poser des caméras de layout pour tester les mouvements de caméra, tester le bon cadrage, et en temps réel, pouvoir très rapidement voir si l'enchaînement de nos cadres dans le jeu et même dans nos projets d'animation fonctionne. On n'est pas en permanence on n'est pas confronté à un ordinateur qui est en train de prendre son temps à laguer parce que en gros les scènes sont trop compliquées, trop dures à rendre. De plus, en fait, l'avantage de l'aquarelle et de notre procédé, c'est que nos informations d'ombre et de lumière sont directement peintes dans les illustrations.
Donc, à l'exception des scènes où on veut un ombrage dynamique, comme du feuillage qui bouge, on n'a pas besoin, quand on arrive dans l'environnement 3D, de se soucier d'intégrer des lumières ou des ombres qui alourdissent forcément les temps de rendu. Donc, on est, nous, en temps réel, quasiment, et les lumières que vous pouvez voir, par exemple, dans cette scène-là, elles sont trompées, en fait. Ce ne sont pas des lumières, ce sont des éléments géométriques qui sont floutés, qui donnent l'impression que ce sont de la lumière. Et donc, en fait, ça nous facilite encore plus le travail et, on va dire, entre guillemets, l'instantanéité de notre production et de l'aller-retour entre les différentes étapes de production. L'autre avantage de travailler de cette manière-là, c'est qu'en gros, on sait à 100% que ce qu'on a là dans Blender, on l'aura intégralement de manière identique dans Unity. Voilà, c'est ça qui nous intéressait aussi directement. C'est qu'on sait qu'en travaillant avec ce procédé, on sait qu'il n'y aura pas de, comment dire, de perte artistique ou de perte de technique quand on passera sur le moteur temps réel. Et ça, c'est ce qui porte, moi, mon travail depuis longtemps et ce qui nous donne aussi envie d'utiliser cette technique, non pas que dans le jeu vidéo, mais aussi en production animée. Ce qu'il faut savoir sur Dordogne, c'est qu'au-delà du jeu, on a un préquel, qui est un court-métrage, pour lesquels on a prévu aussi d'utiliser les assets du jeu vidéo et les éléments qu'on aura produits, quand j'entends assets, autant les décors que les personnages, qu'on pourra également utiliser dans le court-métrage, et donc utiliser les technos temps réel pour pouvoir produire plus rapidement le court-métrage. Donc en fait, il y a une réflexion qui est globale dans notre approche, et qui va même un petit peu plus loin, parce que je vais juste vous montrer 2 autres étapes qu'on utilise aussi sous Blender. Ce storyboard est intégralement réalisé sous Blender avec l'outil Grease Pencil qui nous permet de dessiner un peu comme si on était sur Harmony Storyboard Pro. On est intégralement dans un environnement 3D et ça nous permet directement ensuite d'aller amener les éléments 3D qui sont forcément disponibles dans le Blender et petit à petit monter la qualité en remplaçant les décors par les décors 3D que nous aurons créés en aquarelle à la main, ensuite scannés et ensuite amenés dans un environnement 3D. On a aussi cette possibilité, forcément, quand on regarde à la fin, vous voyez, là, ici, excusez-moi, je vais me mettre un peu plus clairement, dans le jeu, on aura la possibilité d'être à 360 à certains endroits. Et on les a développés en connaissance de cause, en se disant, potentiellement, on aimerait bien pouvoir amener cette expérience aussi pour certaines phases du jeu en VR et à proposer un environnement aquarellé en VR. Et donc, voilà, tout le processus qui a été mis autour de Blender et Unity nous amène à pouvoir réagir, que ça soit en temps réel jeu vidéo ou en temps réel animation et d'autres expériences type VR. Voilà. J'arrête mon petit partage. Merci Cédric, c'est passionnant. On voit bien justement là, tous les bénéfices que tu peux tirer de Blender et de Unity et toute la liberté aussi que ça apporte dans la gestion du projet, j'imagine également avec les équipes de production. Ouais. Peut-être quelques mots justement sur le travail en équipe et cette liberté que tu as, parce que souvent quand on met en place un film d'animation et même un jeu vidéo, bien sûr, il y a un pipeline de production qui peut parfois être assez lourd et on sent que justement tout l'intérêt de Blender et d'Unity par rapport à ce type de projet, c'est également cette souplesse et cette liberté. Alors, c'est une souplesse et une liberté. Après, comme tu le soulignais, sur un projet de long métrage, on va forcément être confronté à d'autres problématiques. La première, c'est que si je devais continuer à développer des projets autour de cette technique qui mélange l'aquarelle, la première, c'est que je ne vais pas pouvoir me démultiplier. Et donc, je serais quand même confronté à la nécessité soit de former des gens dédiés à ma technique et qui puissent donc me soulager d'une partie de la production, soit, un peu comme l'avait été fait sur Louise en hiver, où le réalisateur avait demandé à avoir le temps de réaliser lui-même tous les décors en amont. Alors moi, ça me ferait rêver, mais même comme ça reste quand même énormément de travail. Et donc, en fait, nous, notre idée aussi de l'outil de Blender et d'Unity, et aussi la volonté d'un je ne sais quoi, c'est pas forcément de devenir très gros, mais par contre de se reposer sur des artistes très polyvalents. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont travaillé sur le prototype de Dordogne et sur toutes nos productions jusqu'à présent sont des artistes polyvalents. Ce sont des personnes qui ont la capacité d'aller faire de la modélisation, qui sont capables d'aller faire du texturing, mais aussi de l'animation, mais aussi du compositing. Et ça nous permet, d'une part, quand on va monter potentiellement une vingtaine, trentaine, peut-être quarantaine de personnes, d'avoir cette possibilité de donner aux gens de rester plus longtemps sur un projet. Donc, ça va aussi
potentiellement un impact sur les coûts de production. Si on trouve des accords avec certains graphistes qui sont prêts à travailler à différents postes par intérêt, parce qu'ils ont aussi envie d'apprendre et de devenir polyvalents, c'est tout l'intérêt justement de la mise en place de ce type de pipeline temps réel, d'essayer de gagner du temps à certains endroits, de se dire tout le temps qu'on perdrait habituellement sur du rendu, où est-ce qu'on peut le réintégrer de manière qualitative dans le travail. Alors, malgré tout, on ne pourra pas faire abstraction du fait qu'on a besoin de certains spécialistes à certains postes, c'est-à-dire il y a des personnes qui font du rig en 3D, qui n'ont absolument pas envie de s'embarquer dans du texturing, dans de l'animation, et ça, il n'y a pas de problème. Mais en gros, quand même, notre volonté chez un je ne sais quoi, c'est que sur toutes les parties artistiques, on doit être capable de réagir sur 1 ou 2 postes, voire 3 postes au moins, et du coup, d'être capable d'avoir une vision globale du projet. Alors, je suis tout à fait conscient que ça paraît un peu utopique comme ça, qu'il y a encore besoin de tester, de le faire, mais j'ai monté un je ne sais quoi dans cette optique-là, vraiment de me dire, essayons de voir jusqu'où on peut aller avec des petites équipes créatives et polyvalentes, et essayons de préserver le travail des artistes autant que se peut. C'est ça l'objectif. On évoquait les problématiques de production, c'est-à-dire également de financement de ce type de projet très singulier. Ouais. Est-ce que justement l'émergence de plein de plateformes qui sont justement assez demandeuses de contenu d'animation, Netflix en est la preuve, avec une grande diversité aussi d'esthétique, ce qui était plus difficile parfois au cinéma où il y avait beaucoup de production 3D. Est-ce que justement c'est une chance pour ce type de production? Alors, je dirais que sur ma partie production audiovisuelle, animation cinéma, il y a des choses qui commencent à se passer. Très clairement, il y a des gros studios, des majors américaines qui commencent à prendre des risques. On l'a vu avec Spider-Man particulièrement, et qui ont réagi sur certains de mes projets en aquarelle en me disant on aimerait bien que tu réfléchisses à l'écriture d'un long métrage et qu'on puisse réfléchir ensemble à comment amener ce style-là vers le long métrage. Cependant, que ce soit avec eux ou même avec les autres sociétés avec qui je peux travailler actuellement, plus sur un poste de réalisation, moi, en dehors d'un je ne sais quoi, ils sont tous dans cette sensibilité de me dire qu'il va falloir continuer à travailler pour trouver un peu un compromis entre mon approche auteur et une approche grand public. Moi, je veux rassurer tout le monde sur ça. J'ai aussi cette envie que ce style-là soit accessible. Et donc, c'est même une volonté de ma part d'essayer de trouver l'intermédiaire, quelque chose qui puisse leur plaire et qui puisse ne pas me frustrer aussi. Ça, c'est vraiment, c'est très important. Et même, je dirais que moi, en tant qu'artiste, j'ai pas envie de dire, je suis le roi de l'aquarelle. D'ailleurs, je suis loin d'être le roi de l'aquarelle. Et j'ai envie que ça soit ça, comme ça, point. Moi, j'ai envie d'évoluer aussi. J'ai envie d'aller vers d'autres choses. Après, sur la partie jeux vidéo, c'est totalement différent parce qu'on a des interlocuteurs qui sont, vous avez des grosses majors et vous avez vraiment des publishers indépendants qui sont en recherche de contenu narratif avec un visuel différent, avec une approche narrative différente. Les joueurs ont des envies différentes. Le grand public dans l'animation aussi, sauf qu'en fait, c'est en train seulement de se démocratiser, d'avoir autant de plateformes disponibles avec du contenu différent. Dans le jeu vidéo, ça fait des années qu'il y a possibilité d'avoir des approches indépendantes et auteurs et correctement financées. Donc, en fait, pour Dordogne, on n'a pas d'inquiétude, ça va se faire. Pour l'animation, ça va prendre un tout petit peu de temps encore. En tout cas, on a hâte de voir ça, de découvrir d'une part le jeu de Dordogne et puis également tes différents projets d'animation. En tout cas, merci de nous avoir présenté ton travail. On peut continuer à te suivre à la fois sur les réseaux sociaux, sur un je ne sais quoi, donc sur le site de la société de production, pour pouvoir suivre l'évolution de ton travail. Et puis, le PIDS Online continue en tout cas, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement pour parler de tes autres projets. Merci beaucoup. À vous et à très vite. Merci beaucoup.